Allons-y. J'accepte que le prix du meilleur joueur de la coupe a été attribué à Rodri, mais pour moi, honnêtement, le plus juste aurait été que ce soit Messi qui le reçoive, car il a été constant tout au long de la compétition, y compris en finale, et il a fait la différence dans plus de matchs pendant le mondial, que ce soit en phase de groupe avec des buts, ou en phase à élimination directe avec plus de passes décisives. Du coup, j'ai décidé de chercher quelques chiffres. Je suis allé sur 3,65 scores, et je suis tombé sur ça. Les 7 meilleurs joueurs selon la note 3,65 sont des attaquants. Messi est en tête avec une moyenne de 8,7, mais en deuxième position, il y a Andy Ahi du Sénégal qui a certes fait une bonne Coupe du Monde, mais est-ce vraiment mérité à ce point? Et je n'allais pas laisser passer ça. Alors j'ai décidé de mieux comprendre ses notes. Et le 3,65 a un truc super cool qui s'appelle Impact Rating. C'est en quelque sorte une note cachée qui reste à l'intérieur de l'application, mais à laquelle j'ai eu accès et qui mesure vraiment l'impact du joueur dans cette équipe, dans cette compétition et par rapport à ce qu'on attend de son poste. Alors j'ai décidé de préparer et de vous présenter la composition des meilleurs de la Coupe du Monde, selon les chiffres. Et il y a 3 gars là-dedans dont je suis sûr que vous ne vous doutiez même pas. Allons-y. Pour commencer ce jeu, nous devons établir quelques critères. Sinon, il y aura des joueurs qui ont joué un match, ont eu une bonne performance et ils vont se démarquer par rapport à tout le monde parce que leur impact dans ce match a été énorme. Donc j'ai décidé de mettre une limite. Je n'ai pris en compte que les joueurs ayant au moins 400 minutes de jeu. Pour te donner une idée, 400 minutes correspondent à environ 4 matchs et demi. Le gars a joué la phase de groupe, peut-être un match. En élimination directe, il a disputé les 16e de finale. Et probablement, s'il n'a pas joué une prolongation, il a aussi joué les 8e de finale. Là, on a vraiment un échantillon plus précis. Notre composition débute avec le gardien portugais Diogo Costa. Beaucoup placent Unai Simon en tête. C'est vrai, il a fait une bonne coupe et n'a encaissé qu'un but. Mais il faut reconnaître que l'Espagne n'a pas été l'équipe la plus menacée lors de la Coupe du Monde. C'est bien différent du Portugal qui, à titre de curiosité, n'a encaissé qu'un but de plus que l'Espagne. Parmi les gardiens les plus utilisés, il a été le deuxième à encaisser le moins de buts lors de la Coupe du Monde. De plus, parmi les gardiens qui ont été réellement menacés, c'est-à-dire qui ont effectivement subi des tirs, ce qui n'a clairement pas été le cas de Unai Simon, il a été celui avec le meilleur taux d'arrêt. 86,9% des tirs cadrés ont été arrêtés par Diogo Costa qui a réalisé quelques arrêts miraculeux. Un match de haut niveau contre la Colombie, décisif en phase de groupe, s'est terminé sur un 0-0, tout comme un autre match. Le match contre l'Espagne qui s'est terminé par l'élimination du Portugal avec une simple défaite 1-0 et une occasion pratiquement imparable pour Diogo. Et ici, il y a même une anecdote intéressante. Si on retire ce critère et qu'on considère seulement les joueurs ayant joué la phase de groupe ou les 16e, sais-tu quel gardien était le mieux classé dans cette sélection? C'était Romuald Williams d'Afrique du Sud avec un impact rating de 51,9, pratiquement 3 points de plus que notre Diogo Costa. On comprend alors que l'impact rating n'évalue pas seulement la performance du joueur, mais son influence dans ce contexte, ce match. Par exemple, Williams a encaissé plus de buts que Diogo Costa. Il faut aussi considérer qu'on attendait déjà que l'Afrique du Sud subisse davantage d'occasions et encaisse plus de buts. Mais malgré cela, il a quand même eu un impact très positif au sein de l'équipe sud-africaine, ce qui a aidé l'équipe à atteindre les 16e de finale. Tu as compris, n'est-ce pas? Et là, on arrive à notre latéral droit avec Pedro Porro, que je crois fait partie de l'équipe type de la Coupe du Monde pour vous tous. Si je me trompe, corrigez-moi et commentez ci-dessous. Pedro Porro a été l'un des latéraux les plus complets de cette Coupe du Monde, apportant beaucoup d'offensivité avec une avant-dernière passe décisive en finale et 2 buts contre la France, tout en assurant défensivement. Le latéral espagnol a réalisé 37 interceptions lors de cette Coupe du Monde et a montré qu'il était l'un des éléments clés pour que l'Espagne ait subi si peu d'occasions. Le ballon atteignait rarement les défenseurs centraux ou le gardien, car les latéraux, Rodri, le milieu défensif, et les deux milieux assuraient une contre-pression efficace, forçant l'adversaire à l'erreur avec l'aide de Pedro Porro dans les interceptions. La même logique s'applique également lorsque l'on parle du poste d'arrière gauche avec Cucurella, qui quitte cette Coupe du Monde comme peut-être le meilleur arrière gauche du monde. Nuno Mendes a également fait une bonne Coupe du Monde, il a aussi eu un impact rating très intéressant, mais Cucurella, en arrivant en finale et en réussissant à montrer cet équilibre offensif et défensif, a fini par prendre la place. Pour te donner une idée, avec Cucurella sur le terrain, l'Espagne avait le meilleur différentiel entre buts attendus, créés et concédés de la Coupe du Monde, montrant sa domination dans la compétition. Et pour ceux qui ne s'en souviennent pas, d'ailleurs, Cucurella a été l'un des responsables du premier but de l'Espagne contre la France. C'est un but sur penalty, tout le monde retient l'erreur de Diné après le tir de Jouarzabal, mais l'action débute par une passe de Laporte à Cucurella, qui centre puis Diné fait faute sur Yamal, et la note d'impact rating de Cucurella.
Elle est aussi élevée parce que c'est un joueur qui a de l'impact sur tout le terrain. Un joueur qui très souvent redescend pour être pratiquement défenseur central et il a fait ça souvent à Chelsea. Très souvent, il joue plus à l'intérieur, pratiquement comme un milieu défensif, mais il sait aussi déborder sur l'extérieur, comme un latéral. Autrement dit, c'est un gars qui remplit très bien tous les rôles. Peut-être moins agressif offensivement que Pedro Porro, mais très bon dans les duels défensifs et là il surpasse son coéquipier espagnol. En entrant dans la charnière centrale, c'est un gars que vous n'auriez certainement pas deviné. Nico Elved, de la Suisse, obtient une place dans notre défense centrale. Mais où est Kubarski? Où est Laporte? Où est Upamecano? Où est Romero? Eh bien, je comprends que l'Impact Rating a très bien évalué la performance de Nico Elved parce que c'était une défense qui a été beaucoup sollicitée. Et Elved s'est distingué en menant la Suisse en quart de finale de la Coupe du Monde. Je dirais d'ailleurs sans hésiter que la Suisse a été l'une des grandes surprises de ce mondial. Ils ont fait un match solide, contrôlaient très bien la possession et Elved initiait souvent les actions. Lui à droite et Akanji à gauche. Et puisque nous parlons aussi de statistiques, Elved a été le premier joueur de toute la Coupe du Monde en nombre d'interceptions. Là, on voit l'importance du gars. 65 interceptions sur toute la Coupe du Monde, près du double de Pedro Porro par exemple. À ses côtés, il y avait aussi Gabriel Magalhães, le Brésilien. Qui aurait pensé que la sélection aurait un représentant, surtout en défense ? Il faut cependant admettre que la Coupe du Monde de Magalhães a été de bon niveau. Gabriel Magalhães a été le 10e joueur de la Coupe du Monde au taux de réussite dans les duels, que ce soit dans les airs, au sol ou en jouant, notamment lors des duels offensifs avec le ballon. Physiquement, il s'est démarqué et a bien protégé la profondeur. Il faut aussi souligner la performance de Magalhães, souvent critiqué pour le but de Haaland. Le premier but qui ouvre la voie à la victoire de la Norvège. Mais je n'aime pas minimiser sa performance. Sa saison à Arsenal a été indispensable, probablement le meilleur défenseur central du monde. Et que l'équipe nationale peut très bien travailler en pensant déjà à la Coupe du Monde de 2030 d'ailleurs. Sur la chaîne, j'ai publié cette vidéo-là. En imaginant comment Ancelotti peut déjà préparer l'équipe nationale pour la prochaine fenêtre FIFA, ne t'inquiète pas, je mettrai le lien à la fin de la vidéo. Au centre, le ballon d'or de la FIFA est présent. Rodri est le meilleur milieu défensif de la Coupe du Monde avec des statistiques remarquables, en plus de ses buts et passes décisives. Rodri affiche un taux d'impact de 51,1, un chiffre remarquable. Comme milieu défensif, il est le meilleur de tous en passes réussies. Et meilleur joueur de la Coupe du Monde en duel gagné. Mais ce n'est pas tout. Parmi tous les joueurs, il a été le 2e en passes progressives, aidant l'équipe à avancer sur le terrain. Voilà pourquoi on ne peut pas juger un joueur uniquement sur ses passes décisives. Rodri initie parfois une action, casse une ligne et aide l'Espagne à avancer, ce qui permet à l'équipe d'approcher du but. Donc, si tu ne remplis pas des étapes importantes, sans un joueur comme Rodri, c'est très difficile de dominer un match en Coupe du Monde. L'Argentine peut en témoigner. En finale, on retient surtout que l'Argentine n'a pas tiré une seule fois au but en 90 minutes, mais cela s'explique car les gens voient les choses trop globalement. Ils s'attachent à ces chiffres plus simples et ne vont pas en profondeur dans le jeu. Ils ne regardent pas à la loupe pour vraiment comprendre ce qui s'est passé là. Ici même sur la chaîne, j'ai fait une vidéo où je parle de comment s'est passée cette finale et je t'invite à la regarder aussi à la fin de celle-ci. Mais important que cela, quand on commence à comprendre que le football ce ne sont pas que des chiffres, encore moins les chiffres de base du jeu, on commence à comprendre le jeu d'une autre manière. Nous, de Football Maximo, avons donc choisi de créer notre jeu à notre façon, alors que les jeux de fantasy football utilisent des chiffres plus simples, n'est-ce pas? Comme les milieux défensifs peinent à bien marquer sans beaucoup de tacles, nous avons choisi d'analyser le jeu différemment. Et c'est pour ça qu'on va lancer notre fantasy game le 2 août, un jeu où tu choisis des joueurs et gagnes des points selon leur performance réelle pour te mesurer à nous. Note-le et abonne-toi à la chaîne. Le 2 août, j'apporterai plus de nouveautés à ce sujet, en ajoutant au milieu de terrain un autre joueur suisse, Granit Xhaka, qui a fait une grande saison avec le Bayer Leverkusen. Il y a 2 saisons. Et il a fait une excellente saison avec Sunderland. De retour en Premier League, il mérite vraiment sa place dans l'équipe titulaire. Son impact rating était de 48,7, inférieur à celui de Rodri, mais j'ose dire qu'il a été le joueur le plus important de la Suisse à la Coupe du Monde, le joueur qui faisait tourner la machine. Il a fini 4e de la Coupe du Monde en passe progressive, ma métrique préférée pour juger les milieux défensifs constructeurs de jeu. Il a aussi réalisé 35 interceptions, un chiffre précieux pour ce poste. Ceux qui ont vu les matchs de la Suisse ont constaté que l'équipe privilégie la possession. Elle faisait circuler le ballon, utilisait la relance courte pour attirer l'adversaire, puis jouait entre les lignes. Avec cela, Rubem Vargas s'en est très bien sorti, Manzambi s'en est très bien sorti, Mbolo, malgré l'expulsion, s'en est également très bien sorti.
Et rien de cela n'aurait été possible sans Xhaka, à la base des actions, en construisant le jeu face au jeu. Xabi Alonso, après avoir entraîné le Suisse au Bayer Leverkusen et pris les rênes de Chelsea, a demandé à Chelsea de sonder Sunderland pour le recruter. On ne sait pas si la négociation va aboutir ou non, mais c'est sûr qu'ici sur Football Maximo, tu vas suivre la saison de Chelsea parce qu'on aime beaucoup parler de football européen aussi. L'autre milieu de terrain, c'était Jude Bellingham et c'est le premier et unique joueur anglais qui va apparaître dans cette liste. Bellingham a eu un impact rating meilleur que celui de Rodri et le meilleur parmi tous les joueurs mentionnés jusqu'ici, 52,2. Et mon indice qui va mener à ce chiffre, c'est justement le fait que Bellingham a été plus décisif. Un joueur qui contribue non seulement avec des passes décisives, mais aussi avec des buts. Lors du match contre le Mexique, par exemple, il a pris le jeu à son compte, il a été important, marquant aussi un but lors du match pour la 3e place. Et même si, à mon avis, il n'a pas été si bon défensivement lors de l'élimination contre l'Argentine, il a été le joueur anglais qui a su offrir le plus de régularité tout en étant décisif. J'ai beaucoup aimé Elliot Anderson, mais il est impossible de rivaliser avec Rodri à ce poste. On peut donc imaginer ce 4-3 avec Rodri en milieu défensif, Xhaka en deuxième milieu et Bellingham en troisième, ce joueur qui arrive plus souvent dans la surface mais redescend aussi pour construire. En attaque, certains noms sont évidents, mais j'en garde un moins attendu pour la fin. Pour commencer, on voit Mbappé avec un impact rating de 72,7. Il a été le meilleur buteur de la Coupe du Monde et il a montré lors de ce mondial qu'il n'est pas seulement cet attaquant qui prend la profondeur dans le dos de la défense. Mbappé redescendait très bien pour s'associer, jouer dos au but, échanger des passes dans les petits espaces avec Olise, avec Dembélé, et à certains moments, on le voit même faire des 1-2 et jouer dans les espaces réduits. Avec 10 buts au mondial, il devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Impossible de l'écarter. Sur l'aile droite, même sans y avoir vraiment joué, voici selon moi et l'indice d'impact rating, le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Messi a obtenu une note de 83,7 et on n'a même pas besoin d'expliquer pourquoi. Quand on regarde la phase de groupe, Messi a été responsable de la majorité des buts de l'Argentine. Il n'a simplement pas marqué tous les buts lors du match contre la Jordanie, où il a commencé sur le banc, puis il est entré en jeu et a fini par marquer aussi. Un joueur très impliqué, qui cherche le dribble, la création d'occasions, avec une bonne qualité de finition et une excellente lecture du jeu dans son ensemble. Lors des matchs à élimination directe, il a moins marqué mais a été crucial dans la construction du jeu, surtout lors des remontées héroïques de l'Argentine face à l'Égypte, la Suisse et l'Angleterre. Même s'il a fait une finale de Coupe du Monde en dessous de ses capacités, en grande partie parce qu'il n'avait pas une équipe qui lui offrait les meilleures conditions pour faire la différence, je le considère comme le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Au-dessus de Rodri parce que le niveau de déséquilibre qu'il crée dans un match est plus déterminant que celui de Rodri. Cela ne servira pas à grand-chose si Rodri effectue 30 passes progressives vers le camp adverse sans un joueur du calibre de Messi dans le dernier tiers. On a vu que l'Argentine a gagné la finale de la Coupe du Monde surtout grâce à Messi, montrant une vraie Messi-dépendance. Sur l'aile gauche, notre Vini Junior a également été sélectionné par l'Impact Rating, note de 55,9 avec des statistiques très intéressantes également. Il a été le 5e joueur de toute la Coupe du Monde avec le plus d'actions dans la surface adverse. Et pourtant, il a été éliminé en 8e de finale. C'est-à-dire qu'il y a eu des joueurs qui ont encore disputé les quarts, les demi-finales et la finale, et qui n'ont pas réussi à avoir un impact aussi important que Vini, en plus d'être le 7e joueur avec le plus de dribbles réussis dans la compétition. Ensuite, tu ajoutes tout ça aux 4 buts marqués, et au fait qu'à un moment donné, il s'est même battu pour le titre de meilleur buteur de la coupe, et qu'il a réussi à être déterminant. Pour rappel, c'est lui qui donne la passe à Endrick, auteur d'une grosse occasion manquée. Cela doit compter dans l'indice d'impact de Vini, et il intègre finalement notre composition. Donc on termine l'équipe avec Diogo Costa, Pedro Porro, Elvedi, Gabriel Magalhães et Cucurella, Rodri, Bellingham et Xhaka, Messi, Mbappé et Vini Junior. Curieusement, 2 joueurs de l'équipe nationale brésilienne, mais seulement un d'Angleterre et un de France. Alors, as-tu apprécié l'analyse de l'équipe de la Coupe du Monde basée sur les chiffres? Je veux savoir selon toi quelle est l'équipe de la Coupe du Monde. Comme promis, voici 2 vidéos pour regarder encore un peu de Football Maximo. Allons-y!